D'ailleurs, dans le document de travail que j'ai lu, d'abord, il faut peut-être qu'on reprenne un peu une sorte de lecture raisonnée de la production scientifique tunisienne. Quand je dis raisonnée, c'est un langage ancien qui veut dire comme on fait les inventaires raisonnés dans la tradition des Lumières. Il y a un moment de l'accumulation où il faut revenir sur la production, essayer de voir comment la classer, sa signification, quels sont les liens qui relient les travaux. Et je pense que ce moment-là, pour nous en Tunisie, est venu. En tout cas, ce séminaire peut être l'occasion de le faire. Et je salue l'initiative de Hamdi et de Mouldi pour ça. Et deuxièmement, je salue aussi l'idée qu'ils ont mise dans le document de travail de concocter une bibliographie spécifique à chaque discipline. Et c'est précisément ce travail d'inventaire, c'est ça un travail raisonné, c'est-à-dire à la fois de prendre le spécifique, mais de le prendre aussi dans un projet commun, dans un projet global, dans un projet pensé, dans un projet aussi qui peut être jalonné comme ça par des interventions des uns et des autres. Et ça peut être justement très éclairant pour tout le monde, pour ceux qui ont produit, mais pour ceux aussi qui sont maintenant en état de réception, comme vous, les plus jeunes, pour essayer d'utiliser ces travaux, les dépasser, bien sûr. Et ça, c'est extrêmement important. En tout cas, je suis contente aussi de partager cette séance avec Dora Mahfouz, qui est aussi une ancienne comme moi, une vieille, une ancienne, je ne sais pas comment il faut le dire, mais qui précisément, voilà, moi je suis contente d'apporter un peu ma contribution à ce travail oui, de transmission, mais de liens aussi, parce qu'il y a les liens scientifiques, on ne trouve pas. C'est-à-dire que les liens scientifiques ont besoin de rupture, mais ils ont aussi besoin qu'on reprenne un peu qu'on sache un peu ce qui a été fait pour pouvoir rompre, précisément. On ne vous demande pas d'imiter, on vous demande de rompre, on vous demande d'aller plus loin, on vous demande d'aller dépasser, mais en connaissance de cause. Et donc, je vais essayer de me prêter à l'exercice, comme il m'a été demandé, pour revenir un peu de façon à la fois systématique et réfléchie sur les conditions de production des sciences humaines et sociales. Parce que je pense que... Et alors, pour une historienne, c'est parfait. Peut-être que pour Dora, c'est un exercice difficile, mais pour les historiens, c'est leur travail. Revenir sur les choses et essayer de remettre de l'ordre dans ce qui s'est passé, c'est vraiment l'activité basique pour un historien. Et comme le document de travail du séminaire pointe justement le retour sur la sociologie et l'anthropologie, j'ai fait cette proposition aux organisateurs, ils l'ont accepté, justement de dresser un peu quels sont les moments ou les liens qui ont été faits entre la sociologie, l'anthropologie et l'histoire. Hein. Donc je ne vais pas vous faire un travail sur l'histoire de l'histoire qui serait plus vaste, mais peut-être aussi essayer de retrouver quels sont les moments où la sociologie et l'anthropologie ont touché l'histoire ou vice-versa, et vice-versa. Et donc, je vais essayer de vous donner un aperçu sur quelques moments et certaines modalités, les formes du travail historien qui permettent de tracer une esquisse de l'histoire de l'histoire. Je vais parler que d'une... Et parce que la discipline historique, comme toutes les disciplines, a une histoire en Tunisie, bien sûr. Hein, elle n'est pas comme partout ailleurs, d'ailleurs. Moi, j'ai commencé à le faire et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup servi, ça m'a beaucoup, je vais le dire un peu tout à l'heure, de savoir comment est-ce que vos prédécesseurs ont commencé à travailler. C'est très important, c'est très enrichissant. Évidemment, on ne peut pas le faire au début, mais quand on le fait à la fin, c'est trop tard. Je crois qu'il faut le faire quand même en marchant. Et voilà, c'est pour ça que je vais essayer de justement, dans ce retour un peu sur ces moments où histoire et sciences sociales, en tout cas histoire et sociologie, histoire et anthropologie se sont rencontrés, vous allez voir, je vais essayer en tout cas de mettre en place quelles sont les questions institutionnelles, quels sont les programmes de recherche, quels sont aussi les supports qui existaient à ce moment-là, quels sont quelques noms, je vous donnerai quelques noms, quelques thèmes de ces moments de rencontre. Donc je ne vais pas faire un tour exhaustif, vous vous en doutez bien. Et conformément à la demande, je vais aussi finir, enfin pas commencer, mais
j'ai commencé comme ça pour travailler, mais peut-être pour l'exposé, je vais le mettre à la fin. Je vais parler aussi de mon travail personnel, parce que vous allez comprendre aussi que cette démarche que je fais pour vous parler, elle est aussi extraite de ma propre démarche sur mon travail. Voilà. Donc voilà, je partirai donc du cadre général de la sociologie, et je m'en tiendrai, parce que je suis spécialiste en histoire contemporaine, je vais vous parler du cas de l'histoire contemporaine et de son élaboration, c'est-à-dire comment est-ce que l'histoire contemporaine en Tunisie s'est exercée et s'est développée et a pris un peu plus de place. Je parlerai aussi de la manière dont l'anthropologie historique, parce que maintenant nous avons des chercheurs qui travaillent dans un domaine qui s'appelle l'anthropologie historique en Tunisie, sous l'influence évidemment d'une école qui s'appelle l'école des Annales. C'est une référence qui est revendiquée par une génération d'historiens, et pas seulement d'historiens d'ailleurs, liée par sa formation et par ses réseaux à l'université française. Il ne faut pas oublier que l'université française a été un lieu de formation d'une génération, plus que d'une génération d'ailleurs, de deux au moins, en termes démographiques, si vous voulez, de l'université tunisienne. Et puis, je parlerai aussi de mon travail que je définirai maintenant peut-être grâce à des exposés comme ça, là, on peut voir plus clair, comme une sorte quelque chose qui se voudrait être une histoire culturelle du politique. Et vous allez voir que le mot histoire et culturel, c'est lui qui permet d'introduire, si vous voulez, la dimension anthropologique ou la dimension sociologique dans le travail que j'essaye de faire. Voilà. Je reviendrai tout à l'heure peut-être dans le débat sur des questions d'approche, parce que j'ai envie de discuter avec mes collègues Hamdi et Mouldi, mais peut-être que je vais d'abord commencer par le tableau. On va parler 35 minutes, hein, c'est ça, pour ne pas être trop long. Tu m'arrêtes 5 minutes avant, ou tu me dis qu'il ne me reste plus tellement de temps. Hein? Ok, pour que je ne m'étende pas trop. Alors, dans la première partie, je vais commencer par expliquer, en tout cas, par vous donner des jalons, parce qu'en fait, je vais vous donner des repères. Après, vous pourrez aller les voir et vérifier et approfondir et même contredire si jamais vos recherches vous permettent de le contredire, faites-le. Je pense que l'émergence de ce qu'on peut appeler un corps d'historien, comme on dit, un corps professionnel, un corps d'historien professionnel en Tunisie, c'est un processus qui est lent, même s'il n'est pas très long pour la Tunisie. On va estimer qu'il s'agit de 60, 70, 80 ans, grosso modo, sans s'arrêter. Après, mais que tout ça n'est pas encore complètement étudié. En tout cas, je ne connais pas de travaux qui parlent un peu de la formation de ce corps professionnel, c'est-à-dire avant qu'il devienne un corps et jusqu'à ce qu'il le devienne. Le corps des historiens aujourd'hui, je parle devant des sociologues, est devenu un corps parce qu'il est reconnu, en tout cas par une catégorie socio-professionnelle, il est payé par l'État. Il y a il rentre dans des normes de recrutement, etc. Au point que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, après la révolution tunisienne, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à dire qui est historien, qui ne l'est pas. Et moi, je trouve que ça fait partie des polémiques ou des débats intéressants, qui ne sont pas du tout... Pour moi, c'est très intéressant comme historienne, parce que ça permet de comprendre aussi que, il y a un corps d'historiens professionnels, payé par l'État, pour enseigner, pour faire de la recherche, etc. Et ça aussi, c'est important de le signaler. J'ai appris qu'on était un peu moins de 300 grâce à ça. Et deuxièmement, qu'à côté de ce corps d'historiens professionnels, eh bien, il y a des historiens tout court. C'est-à-dire que faire de l'histoire n'est pas un monopole. Hein, ce n'est le monopole de personne. À part que vous avez... mais c'est pas comme la médecine, si vous voulez. Vous n'avez pas le droit... Quand vous êtes médecin, il faut que vous soyez accrédité, etc. Mais quand vous êtes historien, vous n'avez pas besoin d'accréditation. Vous pouvez être un historien amateur et faire des bons bouquins d'histoire et poser des bonnes questions d'histoire et faire une bonne biographie. Par exemple, la dernière biographie de Bourguiba vient de sortir. Elle est faite par un journaliste du Monde. Et je suis en train de la lire, elle est bien, elle a beaucoup de... C'est un travail d'histoire, si vous voulez. Donc,
Pour faire des travaux historiens ou des travaux d'histoire, vous n'avez pas besoin d'être payé par l'État pour faire un bon travail ou pour être considéré comme un bon historien. Je reviens quand même vers mon sujet. Je pense que moi, je me suis d'abord attachée à ce corps professionnel d'historien pendant qu'il était en train de se constituer, même si on ne l'a pas encore étudié. Et je me suis rendu compte, en fait, que le premier lien entre histoire et sociologie vient de ce que l'histoire contemporaine n'existait pas. L'histoire contemporaine en tant que telle n'existait pas. Vous savez que l'histoire aujourd'hui, institutionnellement, s'enseigne comme l'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et ce qu'on appelle l'histoire contemporaine. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'influence française. C'est une influence directement française. C'est en France aussi qu'on enseigne l'histoire selon ces quatre divisions. Et donc l'histoire contemporaine en France est née après la Première Guerre mondiale. On a commencé à nommer l'histoire contemporaine après la Première Guerre mondiale en Tunisie. Et c'est d'ailleurs ça qui est à l'origine. Vous allez voir qu'il peut y avoir des rencontres quand même dans l'histoire qui sont tout à fait étonnantes. Après la Première Guerre mondiale, en France, donc, naît la catégorie histoire contemporaine, mais naît aussi tout un mouvement d'histoire qui va polémiquer avec la sociologie. C'est de là que naîtra d'ailleurs l'école des annales, parce que l'école des annales naîtra de ce que la sociologie était une discipline extrêmement active et extrêmement féconde de la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et que des historiens, des scientifiques, et d'ailleurs tout ça s'est passé à l'université de Strasbourg. Donc, pourquoi ce parallèle historique? Parce qu'en Tunisie, il s'est passé un peu la même chose, mais différemment. Hein, je ne veux pas dire que c'est le même modèle, mais c'est pour vous dire encore une fois que la comparaison, quand vous faites des comparaisons historiques, on peut comprendre beaucoup de phénomènes. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre que le phénomène historien tunisien ressemblait un peu au phénomène français. C'est-à-dire, je pensais qu'on avait fait de l'histoire contemporaine parce qu'on a fait comme en France. Et en fait, je me suis rendu compte que, d'accord, on a fait peut-être de l'histoire contemporaine comme on a fait en France, mais il s'est passé aussi quelque chose qui rappelle l'histoire française, c'est-à-dire que ce rapprochement entre l'histoire contemporaine et la sociologie, il vient aussi de ce que l'histoire contemporaine n'existait pas à un moment. Et donc, qui faisait l'histoire contemporaine avant qu'elle existe? Pourquoi je vous dis qu'elle n'existait pas? Je parle avec des traces, hein, après vous m'interrogerez sur les raisons pour lesquelles je dis ces choses-là. Je ne raconte pas une histoire sans traces. Jusque vers les années 70, d'abord, quand on revient sur les inventaires, etc., les thèses en histoire contemporaine étaient soutenues en France. Il n'y a pas de thèse d'histoire contemporaine en Tunisie avant 1970. Elles étaient toutes. Et il y a un travail très systématique d'inventaire de tous ces travaux-là qui existe à la faculté, ici pas loin, et c'est celui que j'ai consulté pour le voir. Et c'est ça qui a attiré mon attention sur le fait que justement, ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas de l'histoire contemporaine de la Tunisie. Quand vous prenez quelqu'un comme Paul Sebag, quand vous prenez quelqu'un comme Carmel Camilleri, par exemple, ce sont des spécialistes de l'histoire. L'un de l'histoire de l'enfance ou de la famille, l'autre de l'histoire de la Tunisie, etc. Donc, on ne faisait pas de l'histoire contemporaine en tant qu'historien, tout simplement. Il y avait quelques thèses qui se faisaient en France, mais on ne faisait pas ça. Et donc, la sociologie, elle est au cœur de la naissance de l'histoire contemporaine, si je puis dire. Elle reste au milieu. C'est-à-dire que, voilà, les premiers gradés de l'université, les premiers diplômés de l'université qui ont fait de l'histoire, l'ont fait en tant que sociologue et pas en tant qu'historien. Et on fait de bons travaux. Et les choses continuent après. Par exemple, quand vous prenez quelqu'un comme Béchir Tlili, qui était un historien qui a dirigé la fameuse revue Les Cahiers de Tunisie, qui existe encore aujourd'hui, c'est un sociologue de formation. Il est auteur d'une thèse sur l'histoire des idées politiques de Tunisie au XIXe siècle. Et c'est lui qui est devenu, si vous voulez, une sorte de moteur de la section d'histoire de l'époque, en 1973, 74, 75, etc. Dans ces années-là, bon, il est malheureusement mort en 1986, assez jeune. Et donc, lui-même va diriger des travaux d'histoire contemporaine.
et va publier aussi, va faire publier. Alors, de cette, vous comprenez, donc la sociologie, elle était au cœur de l'histoire contemporaine, voilà, dans la naissance de l'histoire contemporaine en Tunisie. Petit à petit, après, les choses vont se distinguer. Et on voit bien. Et deuxième accrochage, si vous voulez, ou en tout cas lien entre l'histoire contemporaine et la sociologie. La première, la revue tunisienne de sciences sociales, du CERES, je pense que Dola, tu parleras tout à l'heure plus longuement que moi du CERES, le Centre d'études économiques et de recherche économique et sociale, le Centre d'études de recherche économique et sociale. Eh bien, la première livraison historienne date de 1975 et elle est consacrée, bon, aux 4 périodes de l'histoire, mais aussi à l'histoire contemporaine. Donc, c'est une revue aussi de sociologie qui parle d'histoire dans les années 70. Voilà. Donc, c'est des liens. Aujourd'hui, quand on les voit avec du recul, on s'en étonne, parce qu'il y a quand même une spécialisation et une sorte d'écart entre les disciplines, mais au tout début de l'université tunisienne, cet écart-là n'existait pas. Il n'existait pas. Hein, il y avait des sociologues qui faisaient de l'histoire contemporaine. Point. Et des travaux qui datent encore aujourd'hui, qui sont cités encore aujourd'hui, qui font... Alors, je m'arrêterai peut-être là pour cette proximité institutionnelle, j'allais dire originelle, naturelle, si vous voulez, entre l'histoire contemporaine et la sociologie, pour dire seulement que des gens comme Abdelwahab Bouhdiba, comme Faraj Stambouli, comme Abdelkader Zghal, etc., ont produit des travaux d'histoire. En tout cas, qui reviennent sur l'histoire de la Tunisie. Et puis, ça a continué. Mohamed Karrou ou Monsef Mhalla, qui ont travaillé aussi sur l'histoire. Par exemple, l'article qu'ils ont fait ensemble sur Kerouan, etc., du 19e siècle. Quand on pense aussi à un travail comme Lahbib Chebi et son travail sur Mémoire d'un cher, qui était à la fois un anthropologue doué, extrêmement doué, il faut le dire, dommage qu'il soit mort si tôt, et qu'il a fait un travail aussi sur la Tunisie du 19e siècle. Donc voilà, des liens, j'allais dire presque consubstantiels, si vous regardez l'histoire de la discipline historique, c'est-à-dire comment on l'a fait. Hein. Donc ça, c'est un lien très, très fort. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai déjà fini mon temps. Non, j'ai eu peur. Alors, deuxième moment peut-être pour expliquer les liens qui se passent entre... C'est l'anthropologie historique qui est entrée dans les travaux historiens. Et là, je pense aussi que c'est pareil. On pense au premier abord, et on l'a dit, mais c'est pas grave. On l'a dit aussi que c'était une sorte d'influence française ou une sorte de mode qui s'installe entre... Voilà. Mais on ne peut pas, je veux dire, quand vous avez des cursus de formation, quand vous avez des liens, quand vous avez fait des thèses, quand vous continuez après à fréquenter dans le monde scientifique, c'est normal, il y a des liens, il y a des formes de complicité, etc., qui déterminent des travaux, des types de travaux, etc. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Les sciences humaines et sociales, les sciences humaines et sociales des sciences, c'est aussi les sciences, la manière de voir comment est-ce que les gens travaillent, comment ils apprennent leur métier, comment leur viennent leurs idées de travaux, avec qui ils travaillent, par qui ils sont influencés, etc. Ça fait partie du travail qui consiste à comprendre aussi comment se fait un sujet de thèse. Et donc, l'anthropologie historique rentre dans les travaux historiens à peu près dans les années 80. Donc, je vous ai parlé des années 60 et 70, après la naissance de l'université et les premiers travaux, puis après, les choses deviendront beaucoup plus distinctes entre la sociologie et l'histoire. Il y aura même des bagarres, hein, mais les bagarres, c'est bien dans la science. Les bagarres, ça fait écrire et ça fait avancer. Hein, c'est pas du tout, c'est pas comme en politique. La bagarre, ça fait, dans les sciences, la bagarre, ça fait avancer. Mais ce qui va se passer dans les années 80, c'est que précisément, il y a de l'anthropologie, l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité s'exerce dans d'autres lieux académiques et ça va entrer en Tunisie. Alors, en Tunisie, donc dans un corps, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un corps professionnel qui est en train de se constituer, de se structurer aussi, de comprendre. Maintenant, on a des spécialistes d'histoire contemporaine et on peut commencer à aligner des noms de gens qui n'ont pas fait des études de sociologie, mais qui ont fait des études d'histoire
Seulement, il y a des institutions qui se créent, etc. Et donc ça avance, l'université avance, le nombre de ces spécialistes avance, les spécialistes d'histoire contemporaine aussi sont beaucoup plus nombreux, ont beaucoup plus de latitude de travailler, d'avoir des sujets, etc. C'est les années 80. Et donc parmi les influences qu'ils reçoivent, ils reçoivent justement cette entrée de l'anthropologie qui se passe dans les autres milieux académiques. Et je vais vous parler d'un seul exemple, mais il y en a d'autres, et puis je ne suis pas la plus habilitée à le faire, parce que ceux qui y ont... Moi, je n'ai pas participé, mais je vous en parle encore une fois comme une expérience intéressante. C'est l'expérience de Hassab Benassab. Hassab Benassab, c'est un programme de recherche qui a été dirigé par Sophie Felchiou autour de la parenté, de la famille et de la propriété, si vous voulez. Et dans ce programme, qui était un programme du CNRS, Sophie Felchiou était sociologue et anthropologue attachée au CNRS, mais elle a mené une très très grosse enquête dans les années 70-80 en Tunisie, et elle a engagé avec elle plusieurs historiens. Je peux vous en citer quelques-uns: Mohamed Lehedi Sherif, Abdelhamid Hniya, Mohamed Aziz Ben Achour, Semi Barghaoui, Leila El-Blili. Tous, si vous regardez leurs travaux, pour eux, cette expérience de travail au sein de Hassab Benassab, un ouvrage existe déjà, mais il n'y a pas que l'ouvrage, il y a aussi leurs témoignages que vous pouvez lire ça et là. En tout cas, ils témoignent tous de l'importance de la démarche anthropologique pour eux, c'est-à-dire quelque chose, une découverte, si vous voulez, scientifique, une sorte d'expérience aussi nouvelle scientifique qui leur a fait découvrir les richesses de la démarche anthropologique, son intérêt pour le travail en Tunisie, justement sur les problèmes de la parenté, de la famille et de la propriété. Et tous ces historiens dont je vous ai parlé ont travaillé sur ça, ont produit là-dessus, que ce soit sur l'histoire du 19e siècle, beaucoup, en tout cas beaucoup sur le 19e, et beaucoup sur le 20e siècle. En tout cas, leurs travaux sont pleins de cette démarche anthropologique qu'ils ont découverte grâce à un travail de terrain autour de Sophie Felchiou et du projet qui s'appelle Hassab Benassab. Enfin, et pour finir, je vais vous parler de mon parcours personnel, puisque cela m'a été demandé. Et je pourrais vous dire, en tout cas pour le résumer assez vite, que dans mon parcours personnel, je dois dire que je suis arrivée à l'université vers les années 1982-83. J'ai été nommée dans un programme qui s'appelle Programme national de recherche sur l'histoire du mouvement national, qui se faisait autour des archives de la colonisation en Tunisie. Ce programme national de recherche s'est appelé, quand j'y suis entrée, il s'appelait Programme national de recherche sur l'histoire du mouvement national, et j'y suis rentrée comme chercheur à plein temps, le premier chercheur à plein temps. Depuis, il y en a eu beaucoup, je crois qu'on en est 18 ou 20 maintenant, et beaucoup sont partis, mais enfin, bon, il y en a 18 ou 20 pour le moment, donc c'est devenu une institution à part entière qui, en 1990, passe du nom de programme au nom d'Institut supérieur d'histoire du mouvement national, mais toujours autour du microfilmage des archives, d'un travail sur les archives, sur l'histoire de la colonisation au 19e et au 20e siècle. Donc un travail d'historien avec les historiens, si vous voulez, un travail aussi extrêmement branché sur l'archive, sur la spécificité du travail d'archive, donc un travail, si vous voulez, classique d'historien. Mais je dois dire qu'en travaillant dans cette institution, je me suis très vite trouvée, pour des tas de raisons, mais je peux revenir sur les détails si vous voulez après, si vous me posez des questions, en train de ne pas comprendre qu'il y avait une distorsion entre ce qu'on lisait dans les travaux et ce qu'il y avait dans les archives. C'est-à-dire que la première chose qui m'a frappée quand j'ai approfondi mon travail, c'est que ce qu'on lisait dans les travaux n'était pas dans les archives. Voilà, grosso modo. C'est ça le réflexe du chercheur en fait, c'est de ne pas croire ce qu'on nous dit. Et en fait, j'ai commencé à revenir un peu sur les choses d'une autre manière, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait des choses dans les bouquins et puis d'autres choses qui me semblaient émaner
des archives. Et je dois dire, peut-être aussi parce que je lisais un peu à droite à gauche, sur l'histoire de l'administration, par exemple, c'était les problèmes qui m'avaient un peu... J'ai commencé à me dire, mais qui sont ces administrateurs qui écrivent, pourquoi il écrit comme ça, pourquoi il écrit à la main, pourquoi il tape à la machine, etc. Enfin, toutes ces questions-là qui n'étaient pas du tout abordées par les travaux que je voyais, qui étaient souvent les travaux que je lisais sur, y compris les thèses, hein, pas seulement les ouvrages, qui sont assez littéralistes et ils allaient un peu trop... Ils répétaient un peu les archives, quoi. J'avais l'impression qu'ils répétaient un peu les archives. Et moi, ça ne me satisfaisait pas du tout. Voilà, c'était pour vous dire la démarche, cette démarche-là, qui m'a fait faire, si vous voulez, une sorte de décalage. Je me suis décalée. Hein, et comme je lisais beaucoup sur l'histoire médiévale, l'histoire moderne, etc., qui commençait à utiliser l'anthropologie historique, moi-même j'étais tentée d'aller ailleurs. Ces archives politiques ne m'intéressaient pas en tant que telles, mais elles m'intéressaient comme une sorte une des formes de traces qu'ils pouvaient avoir de l'extérieur. Et donc petit à petit, je suis allée vers d'autres, en fait, je suis allée vers d'autres archives. Voilà. J'ai commencé à regarder d'autres lieux de l'archive et je me suis rendu compte aussi que, et du point de vue de la périodisation et du point de vue des sources, etc., je devais aller vers d'autres pistes qui pouvaient m'expliquer, par exemple, quand est-ce que la machine à écrire est entrée en Tunisie, par exemple. Voilà, ça c'est une des choses. J'ai jamais écrit d'article là-dessus, mais c'est une question qui m'a beaucoup occupée. Par exemple, je voulais savoir comment on écrivait les archives, comment ça s'écrivait, qui les écrivait, pourquoi est-ce qu'il y avait des doubles ou des triples, où partaient les doubles et les triples, à quoi ils servaient, pour quelles affaires, etc. Et donc tout ce travail-là pour me décaler, si vous voulez, m'a fait entrer dans quelque chose qui était de l'ordre à la fois de la sociologie, mais de l'anthropologie. C'est-à-dire, voilà, on a fait, par exemple, dans un bulletin qui s'appelle Wafer, sur lequel on voyait des archives avec mon collègue Habib Belride, on se demandait, par exemple, qui étaient ce qu'on appelle les informateurs. C'est-à-dire pour nous, qu'est-ce que c'était que les gens qui rapportaient à l'administration coloniale des informations pour essayer de quadriller la population. Je m'en fichais que ces gens-là soient des traîtres ou pas, c'était pas ça mon problème. Je sais qu'on les traite de traîtres, mais moi je voulais savoir comment ils faisaient leur travail, par qui ils étaient utilisés, qui ils étaient. Ça c'est une démarche sociologique d'une certaine manière. Ça ne m'intéressait pas idéologiquement ce qu'ils pouvaient faire. Ce qui m'intéressait, c'était sociologiquement où ils étaient, où ils habitaient, pourquoi ils étaient là, etc. etc. De même pour l'administration du protectorat. Je vous donne des exemples, si vous voulez, qui sont de toute façon maintenant dans une revue qui s'appelle Wafer, je ne sais pas si elle est dans votre institut, dans un bulletin, avec des tas des choix d'archives, mais chaque fois avec une question comme ça, une sorte de question transversale, et en fait, on traitait des problèmes qui n'étaient pas des problèmes directement historiques, ou en tout cas, qui étaient des problèmes historiques, mais posés autrement, avec des questions qui étaient de l'ordre de la sociologie ou de l'anthropologie. Et puis, pour finir, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser aussi, comme je m'intéressais aussi à la production intellectuelle, aux revues, aux manuels, au bilinguisme. Tous ces objets-là, si vous voulez, me permettent de voir que l'histoire politique elle-même, elle n'est pas dans les idées. Elle est dans les manières de dire ou de faire l'histoire, mais aussi dans les manières de dire ou de laisser des traces. Et pour moi, cette question de traces matérielles, si vous voulez, est une idée anthropologique. C'est une idée de l'anthropologie. C'est-à-dire, à partir de quoi, quand on réfléchit bien, c'est une idée transversale, elle n'appartient à personne, si vous voulez, le cru et le cuit de Lévi-Strauss, ou bien c'est la même chose. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive, si vous voulez, à regarder les traces du passé d'une façon qui vous permette de comprendre que le passé n'est pas linéaire, qu'il est extrêmement complexe, par qui il est fait, qui en parle, qui est autorisé à en parler, et jusqu'où arrive l'écho de ce passé jusqu'à vous. Ce qui fait que, au fond, j'ai commencé à faire ce que l'on appelle, moi je ne savais pas que je le faisais, je l'ai appris après en lisant d'autres, que je commençais pour moi à faire une sorte d'histoire culturelle du politique. Et justement, dans l'histoire culturelle et politique, pour faire l'histoire culturelle du politique, il me fallait justement avoir recours à tout ce matériel de la sociologie et de l'anthropologie. Inutile de vous dire évidemment que je lisais beaucoup les sociologues et les anthropologues à cause de tout ce qu'ils apportaient, si vous voulez, sur l'enquête, les conditions de l'enquête, voilà, ce que c'était qu'une immersion, etc. Comme une immersion dans les archives, après tout, ça ressemble aussi à une immersion
d'un sociologue. Ben, toutes ces expériences, moi je les ai faites, je vous en parle aujourd'hui avec du recul et après beaucoup de temps, mais je les ai faites aussi parce que je lisais beaucoup les sociologues et les anthropologues pour essayer justement de traiter ces archives coloniales qui étaient des archives classiques et pour lesquelles le traitement classique ne me satisfaisait pas. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur les expériences que je connais ou que j'ai traversées ou que j'ai pu avoir ou connaître dans mon parcours personnel ou dans mes lectures ou bien dans la fréquentation de mes collègues qui montrent justement que l'histoire contemporaine en Tunisie, la sociologie et l'anthropologie se sont croisées plusieurs fois, même si on ne le voit pas vraiment. Je pense que c'est important de retourner dessus pour essayer de comprendre aujourd'hui ce que l'on peut faire de plus. Merci.